Bonjour, Emmanuel Delrieux, psychologue, éco-psychologue et écoféministe. Cette vidéo va vous présenter la 5e étape de guérison et transformation du burn-out et fait suite donc à 4 autres vidéos pour présenter les étapes précédentes à travers les travaux de recherche et de clinique autour du lien entre le burn-out des humains et le burn-out de la Terre. Donc comme expliqué dans les précédentes vidéos, il y a 5 étapes, à franchir finalement dans la transformation, du burn-out. La première étape, c'est celle de dresser l'état des lieux, donc qui nous permet de comprendre les causes profondes de nos maux en établissant un lien entre à la fois notre écologie intérieure et notre écologie extérieure. L'étape 2, elle, est assez particulière puisque, elle va de la résistance à l'acceptation des souffrances vécues. Donc c'est un temps plus ou moins long. Je vous invite à aller voir, la vidéo, de l'étape 2. L'étape 3, c'est celle où l'on va régénérer son lien au vivant et son lien à soi, qui nous conduit à l'étape 4. Donc, suite à l'étape 3, on retrouve de l'énergie. À l'étape 4, ce regain d'énergie, le corps va voir ce que l'on en fait. Est-ce qu'on va l'utiliser pour refaire comme avant ou est-ce qu'on va continuer à entretenir de nouveaux rapports à soi, de nouveaux rapports au monde et prendre profondément soin de soi? Face à l'étape 4, à la fin, nous allons accomplir un rite de passage pour pouvoir passer de cet état, de transformation, qui est un état beaucoup plus interne où, on se replie un petit peu plus par rapport au monde pour pouvoir aller vers l'étape 5 qui est le retour au monde, agir pour changer de monde, pour reprendre la formule d'Arturo Escobar. Dans cette étape, il va falloir passer de ce que Bell Hooks appelle la safe place, c'est-à-dire, de la place sécure dans laquelle on a travaillé à se transformer pendant le burn-out avec, peut-être différents thérapeutes, avec la nature, pour aller à la brave place, c'est-à-dire la place de courage. On va aller chercher du courage pour retourner dans le monde. Parce qu'effectivement, pendant que l'on se transformait, le monde, lui, se transforme aussi, mais pas forcément dans la même dynamique. Et ce retour peut être un moment de tension et un moment éprouvant. Donc à cette étape, il va être important de développer des compétences, notamment de savoir se protéger, des attaques extérieures, de savoir aussi se protéger de nos propres tensions intérieures et de nos propres schémas ultérieurs qui nous ont conduits au burn-out, puisque, ce sont encore des dynamiques internes, qui peuvent ressurgir, dans un monde qui appelle cela. Il faut s'entourer d'alliés et de garde-fous et continuer à pratiquer tout ce que vous aurez fait, dans les étapes, précédentes qui vont nourrir votre vitalité. Parce que c'est cette vitalité qui va vous rendre robuste pour pouvoir continuer à avancer dans le monde. Les questions finalement qu'il y a à se poser lors de l'étape 5 par rapport à nos actions, c'est qu'est-ce qui est souhaitable, désirable et soutenable pour le vivant à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui est souhaitable, désirable et soutenable pour mon corps et mon écosystème à l'heure actuelle? Et donc, dans cette étape 5, on va venir cultiver des paradigmes que j'appelle des paradigmes médecine. Ces paradigmes médecine sont là pour transformer les paradigmes destructeurs du vivant, finalement, que nous verrons dans une vidéo ultérieure. Le premier paradigme, c'est celui de la sobriété joyeuse. Cette sobriété joyeuse, elle va se décliner à partir de plusieurs compétences, comme le fait de moins de biens et plus de liens. Donc Ivan Illich, lui, nous invite à retrouver la convivialité de l'être, c'est-à-dire à renouer des liens en petite communauté et de privilégier du temps, notre temps et nos actions dans cette culture du lien. Ou Arturo Escobar, qui a coécrit un livre avec Michael Osterweil et Kriti Sharma, qui s'appelle L'éloge de la relationnalité, se relier au vivant au-delà de l'humain, où justement on va prendre du temps également pour cultiver nos liens avec d'autres vivants. Ce paradigme de sobriété joyeuse, c'est aussi réaménager son quotidien pour réenchanter nos imaginaires,
Et puis cultiver la joie en développant des aptitudes comme l'attention, la présence, la méditation, la confiance et l'ouverture du cœur, la bienveillance, la gratuité, la persévérance dans l'effort, le lâcher-prise ou encore la jouissance du corps, comme nous invite Frédéric Lenoir. Donc le paradigme de la sobriété joyeuse, c'est vraiment tout un pan qu'il y a à cultiver dans notre quotidien et qui va venir nourrir à la fois notre vitalité, notre joie et finalement nous aider à ne plus retomber dans le burn-out. Un autre paradigme médecine qu'il nous faut inviter dans notre vie, c'est le paradigme d'interdépendance et de la complexité. Ici, on va réouvrir nos yeux, nos perspectives à l'émerveillement. Parce que l'émerveillement, finalement, est une condition pour redécouvrir la complexité du monde. Vincent Munier nous dit « Le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement ». L'émerveillement, c'est une qualité qui est assez extraordinaire. Finalement, d'un point de vue cognitif, ça s'accompagne un peu comme une sorte de choc qui vient nous couper du quotidien. Vous savez, on a un peu ce mode pilote automatique à l'intérieur de nous, où lorsqu'on marche en ville pour aller au travail, on va être pris dans nos pensées, on va être pris dans notre habitude de trajet, et finalement, on va entendre le chant d'un oiseau, on va voir une fleur, on va voir un rayon de soleil, une luminosité particulière, un visage qui nous sourit. Et ce moment-là va venir comme couper notre mécanisme automatique de pensée ou de marche ou d'action et générer finalement une forme d'ouverture, une attention qui permet l'émerveillement. Et cet émerveillement offre une qualité cognitive d'ouverture d'esprit sur ce qu'il y a de différent, sur ce qui coupe du quotidien et qui ouvre à une curiosité. Et cette curiosité, elle est fondamentale, elle est à recultiver dans notre vie. Toujours dans ce paradigme, ce que l'on va venir offrir à notre vie, c'est celle d'apprendre à penser et à ressentir complexe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre monde où l'information, on est bombardé par des informations de tout genre, on a appris malheureusement à faire des liens uniques et très linéaires. De même, on apprend à ressentir de manière très linéaire, dans le sens où on doit être soit très très en joie, soit très très dans le bonheur, mais c'est comme si on n'arrivait plus à l'intérieur de soi à comprendre que l'humain, comme d'ailleurs l'entièreté du vivant, est complexe et donc il est normal de ressentir complexe. C'est-à-dire qu'il est normal, par exemple, à la fois de ressentir de la tristesse face à la destruction du vivant, face au racisme, face à l'homophobie, face au masculinisme ou aux radicalités qui existent sur le plan politique. Et en même temps, de pouvoir ressentir de la joie, d'être, avec sa famille, avec ses amis ou, dans la nature. Cette complexité est d'une grande richesse à l'intérieur de soi, puisque c'est elle qui nous permet de ne pas nous endormir et qui nous permet justement de continuer à nous mettre en mouvement pour grandir, pour pouvoir faire évoluer nos croyances, faire évoluer notre rapport au monde. Il en va de même avec notre manière de penser. Et enfin, toujours dans ce paradigme, il va nous falloir cultiver le réensauvagement de notre être. Par réensauvagement, on a le terme sauvage qui vient de l'étymologie silva, qui veut dire la forêt. Donc, se réensauvager, ce n'est pas devenir barbare, se réensauvager, c'est retrouver la voie de la forêt, retrouver la voie du sauvage à l'intérieur de nous. Et pour ça, il nous faut redévelopper des compétences que l'on a perdues, des aptitudes que l'on retrouve dans le pistage, notamment le pistage animalier ou le pistage en photographie animalière, tels que l'observation, la contemplation, la démarche hypothético-déductive, et aussi le temps, un temps beaucoup plus long que l'on passe en nature, en tant qu'observatrice. C'est également prendre soin du monde sauvage en soi et sur Terre, et c'est enfin célébrer et prendre soin de sa liberté et de sa vitalité qui nous appartient là dans notre être et dont on est profondément responsable, mais on est également co-responsable de cette liberté, de cette vitalité du monde, de la Terre, des autres vivants qui nous entourent.
Donc on voit bien déjà 2 paradigmes, celui de la sobriété joyeuse, celui du paradigme d'interdépendance et de complexité. Je vous invite à observer le 3e paradigme médecine à cultiver dans nos vies, le paradigme du care, on pourrait l'appeler celui du prendre soin. Concrètement, on va réinjecter dans notre vie l'apprentissage de pratiques de prendre soin, des pratiques qui ne nous sont pas enseignées à l'école, qui ne nous sont pas du tout enseignées ni même encouragées dans notre société occidentale patriarcale, puisque ce sont des pratiques qui sont invisibilisées. Joan Tronto nous explique qu'il existe 5 qualités du prendre soin: l'attention, la responsabilité, la compétence, l'empathie et la capacité à répondre. Le paradigme du care, du prendre soin, c'est aussi quelque chose qui est profondément animé par une éthique écoféministe, dans le sens où on va placer dans notre vie une priorité au rapport à autrui et au rapport à la nature. Enfin, on va repenser nos espaces de soins. Et ça, c'est une invitation où nos espaces de soins peuvent être pensés peut-être comme des cellules révolutionnaires, à l'instar de ce que James Hillman ou Michael Ventura nous proposent, à savoir d'offrir que nos lieux de soins soient des endroits où on puisse réfléchir le rapport entre nos souffrances et les souffrances du monde pour retrouver de la puissance d'action, du pouvoir d'action et du pouvoir d'agir. Donc c'est vraiment une réflexion-expression de transformation. Nos espaces de soins, ça peut être aussi des espaces où on va venir se réombiliquer à la terre. C'est une formule proposée par Pablo Servigne lors d'une conférence qu'on peut retrouver sur YouTube. Et ce mot de réombiliquer la terre, c'est finalement les travaux que vont faire les écothérapeutes, c'est-à-dire améliorer notre santé psychique, mentale et physique en se remettant en lien avec le vivant, avec la nature. Et enfin, on peut imaginer nos espaces de soins comme des espaces chrysalides dans lesquels la personne va redonner du sens à sa vie, va se relier à sa spiritualité, va venir interroger sa place en tant que vivant parmi les autres vivants au temps de l'Anthropocène. Donc ces 3 espaces de soins sont peut-être des espaces à créer par des thérapeutes qui ont fait le choix finalement de servir le vivant, de prendre soin de la terre et des humains, d'unifier et d'assumer leur sensibilité et leur amour pour la vie. Le 4e paradigme qu'il va nous falloir cultiver pour continuer à animer et à revitaliser notre flamme intérieure, c'est celui de l'unification et des différentes manières d'être vivant. Alors, par unification, on n'entend pas universalisme. Au contraire, l'unification, ça va être un terme emprunté à la théorie de Carl Gustav Jung, qui est l'aboutissement d'un processus d'individuation qui consiste à passer par différentes étapes de dissolution de l'ego, de la confrontation à son ombre, de l'apprentissage à rencontrer les différentes parts de soi, d'arrêter d'être gentil mais d'être vrai, comme nous le propose Carl Gustav Jung, et au final d'apprendre à vivre avec les différentes manières d'être au monde. Et là, c'est vraiment la formule de Baptiste Morisot, c'est-à-dire les différentes manières d'être vivant sur Terre. Donc pour ça, on va apprendre à passer de la souveraineté à la soyauté. La souveraineté, c'est un moment important lorsque, dans notre histoire, lorsqu'on l'a vu dans les étapes précédentes, on a été dépossédé, on a été réifié, on a perdu notre pouvoir d'agir, notre pouvoir d'action. Ce moment de souveraineté, c'est un moment important pour réapprendre à poser ses limites, réapprendre à poser son cadre, apprendre à poser son nom, apprendre à délimiter ce qui est important pour soi et à se responsabiliser dans sa vie. Néanmoins,
Pour ma part, il me semble que s'arrêter à la souveraineté, c'est encore, avoir une reproduction de schémas puisque, finalement dans la souveraineté, on a encore un rapport très, hiérarchisant à l'intérieur de soi avec, cette notion finalement de roi ou de reine qui, est souverain, dans sa terre. Et l'invitation, c'est de passer de la souveraineté à la soyauté. Donc la soyauté, c'est un terme, un néologisme que j'ai inventé quand j'étais adolescente. Je pense que j'ai dû faire une compression avec le mot de plus-soyance d'un livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, que j'adore. Et le soyaume, finalement, tel qu'il est proposé, c'est un endroit où on va venir unifier chaque part de soi, interdépendante, sans maître ni esclave, avec finalement un principe un peu de sociocratie à l'intérieur de soi, où les différentes parts de soi vont venir servir le vivant à l'intérieur de soi et le vivant sur Terre. Ce paradigme, il va être également nourri par, en tout cas, la permaculture de l'être, comme le proposent Bernard Alonso et Cécile Guichon, qui se sont inspirés finalement de la permaculture que l'on retrouve dans le fait de cultiver notre jardin. On va faire la même chose et le designer pour la culture avec soi-même, en mettant en place une culture du vivant qui est fondée sur le prendre soin dans sa propre vie. Et enfin, la proposition est celle de renouer avec la sociodiversité. L'objectif ici, c'est de passer de la monoculture de l'être, une monoculture qui est imposée par une société qui finalement est altéricide, comme l'explique Malcolm Ferdinand, dans le sens où l'uniformisation des idées, l'uniformisation de l'être, de nos apparences, de nos codes sociaux, de notre manière de rentrer en relation, tue profondément l'âme et l'âme du monde. Donc finalement, en renouant avec la sociodiversité, on renoue aussi avec cette culture profonde de l'amour, de la bienveillance, du respect et du prendre soin. Et enfin, le dernier paradigme qui est proposé à cultiver dans vos vies, c'est celui du paradigme du temps cyclique et naturel. Dans ce paradigme, il va s'agir de prendre soin de son souffle vital. Alors, pourquoi parler du souffle vital ? Parce que lorsque je travaille avec des personnes en burn-out, j'observe que leur respiration est une respiration d'asthmatique ou de stressé, c'est-à-dire une respiration pulmonaire et sous-claviculaire. C'est-à-dire une respiration où on va très vite perdre comme son souffle parce que on est tout le temps submergé et tout le temps en action et tout le temps en train d'activer notre système nerveux sympathique. Au contraire, reprendre son souffle vital, c'est réapprendre à respirer en profondeur à partir du ventre, à partir également de tout notre corps, pour prendre le temps de sentir ce qui est bon pour soi, ce qui est juste et ce qui va faire notre rythme. Donc ce paradigme médecine, qui est le temps cyclique et naturel, c'est un paradigme qui nous invite à passer du temps chronos, ce fameux titan qui mange, qui dévore ses enfants, à un temps que l'on appelle kéros. Ce temps kéros, c'est un peu comme une seconde d'éternité. C'est un don. Moi, kéros, j'aime bien imaginer que c'est comme si dans ce temps linéaire et mortifère qui est chronos, on ouvrait une petite porte, qu'on mettait sa cape d'invisibilité et que finalement, on gagnait des minutes d'éternité, des temps profonds de reliance à soi. Je crois qu'on a toutes et tous vécu ce moment où on passe du temps avec des amis, avec des êtres chers ou en nature. Il s'est écoulé 2 heures et pourtant on a l'impression qu'on a passé soit juste 5 minutes, soit au contraire une journée, mais complètement délectable. Eh bien, kéros, c'est un amant ou une amante chère qui est à cultiver dans notre vie pour nous relier en profondeur à ce qui nous rend en joie à l'intérieur de soi. Dans ce paradigme, on va venir honorer également les rythmes du corps, c'est-à-dire réapprendre à retrouver le rythme qui est bon, le rythme de sommeil, le rythme de nourriture, le rythme de reliance dont on a besoin, ainsi que les rythmes de la terre. Enfin, dans ce paradigme,
on va instaurer dans notre quotidien, dans nos décisions, le fait d'introduire une voix qui va être celle de la 7e génération ou la voix d'un autre qu'humain. Autrement dit, lorsque l'on va consommer, lorsqu'on va se déplacer, lorsqu'on va prendre des décisions importantes, on peut aussi à l'intérieur de soi convoquer une autre voix qui va être celle de la 7e génération. Quelles vont être les conséquences de ma décision dans cette génération? Est-ce que cette 7e génération va en tirer des bénéfices? Ou au contraire, est-ce que ça va être préjudiciable à cette 7e génération? On peut également convoquer une voix d'un autre qu'humain pour imaginer une autre perspective par rapport à nos décisions. Donc vous voyez que finalement cette étape 5 qui est d'agir pour changer de monde, c'est une étape qui demande encore beaucoup d'attention, beaucoup de prendre soin, dans notre manière d'être au monde. Ce qui est intéressant dans cette étape 5, c'est que, tout ce que l'on va venir cultiver, c'est-à-dire tous ces paradigmes médecine que l'on va mettre en place dans notre vie, vont également ruisseler tout autour de nous dans notre système, que ce soit dans notre système amical, dans notre système familial ou aussi dans ce système, plus citoyen et social. Parce qu'en cultivant ça à l'intérieur de nous, on va venir également le proposer dans l'espace public. C'est ce qu'expliquent les féministes, l'intime et politique. Effectivement, en faisant le choix de cultiver ces paradigmes médecine qui prennent soin de notre vitalité et de la vitalité de la Terre, nous prenons aussi un engagement profond dans la cité pour rendre le vivant soutenable et souhaitable. En vous disant à bientôt.